Cher AAA Avengers, j'aime beaucoup ce que vous faites dans vos vidéos. Merci pour tout et votre bonne humeur. Mais j'adorerais vous voir jouer quelques parties. Ce serait bien que vous ajoutiez ça dans vos vidéos. Peut-être avec vos focus. En fin de focus, j'adorerais, vous avez l'air bien drôle. Pourquoi vous ne le faites pas? Je suis pas certain, parce que si tu l'avais transformé, normalement ça m'aurait fait virer mon personnage. Non, en fait, il n'a pas le droit de le mettre ici sur la tanière. Par contre, il a le droit de le mettre sur l'antre. Je l'ai lu dans les règles tout à l'heure. Non, il peut pas. Et là, t'es sur ton téléphone, t'as rien suivi. Non, mais je l'ai lu dans les règles. Mais tu sais pas lire les règles. Commencez un petit peu à hausser le ton. J'aime pas trop ça, moi. Je l'ai lu, pas on essaie de jouer normalement là maintenant, d'accord? Est-ce qu'on peut s'amuser ici là? On peut s'amuser ou pas là? Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonne joueuse, bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Salut Antoine. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo qui sera un petit peu chargée puisqu'on récupère des nouveautés qui sont sorties la semaine dernière, qu'on a eu un peu en retard, et puis donc les nouveautés qui arrivent ici, donc là il y a pas mal de choses à présenter. Avant de commencer, donc les petites infos, il y en a pas mal. La première, c'est qu'il y a un concours Instagram qui dure, Alice, aide-moi. 3 semaines. Qui va durer 3 semaines. 3 semaines dans lesquelles vous verrez, il y a des trucs qui vont apparaître sur Instagram et ça va vous permettre de gagner des jeux, essentiellement, c'est ça? Oui, des jeux pour l'été. Des jeux pour l'été, nickel. Ça, c'est première info pour les Instagrammeurs. Et si vous n'êtes pas encore sur Instagram de Jeux des cartes Bordeaux, bien allez-y, s'il vous plaît. Venez. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous dites « Ah, les Instagrammeurs, ils ont trop de chance, eux, ils peuvent gagner des jeux. » Oui, mais dans cette vidéo aussi, vous allez voir, on va vous présenter un jeu et on va pouvoir vous le faire gagner. Évidemment, il faudra répondre en commentaire. Vous verrez, ce sera pendant la vidéo. Troisième annonce, on a des retours en stock. On en a un. C'est Kites. Retour en stock de Kites, un super jeu qui arrive pile poil pour l'été. Il est tombé en rupture assez vite. En vrai, on en a eu des bonnes quantités. Et au final, il a su séduire tous les joueurs, notamment les joueurs de jeux coopératifs, parce que c'est un jeu en temps réel. C'est hyper efficace, c'est très très bon pour l'été. Autre petite annonce que je vous fais. On a ça à la boutique, vous l'avez peut-être pas beaucoup vu dans d'autres boutiques ou de grandes enseignes, c'est parce que c'est auto-édité et auto-distribué. C'est un jeu de Jean-Louis Roubira et de Pierre-Yves Blanchard. Jean-Louis Roubira, vous le connaissez déjà peut-être, grâce à l'excellent jeu Dixit et à l'autre jeu qui s'appelle Feelings. Je vous le présente pas de suite dans cette vidéo parce qu'on a beaucoup de choses à présenter. On aimerait aussi prendre le temps d'y jouer parce qu'on n'y a pas encore joué. Et on va le faire, je pense, la semaine prochaine. Et dès qu'on ira jouer, on pourra vous l'expliquer et on vous le présentera la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Ça, ce sont toutes les annonces de fête, ou presque, parce que maintenant on va se balader dans la boutique pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a actuellement. Et bien en fait, il y a des soldes et il y a deux offres intéressantes actuellement. Vous avez chez Yellow les mini-games, donc quand vous achetez 2 mini-games dans la gamme du coup des mini-games chez Yellow, quand vous en achetez 2, pardon, vous avez le deuxième à moins 50%, et quand vous en avez acheté 3, vous avez moins 25% sur le deuxième et moins 50% sur le troisième. Alors ça, c'est pour l'offre spéciale des mini-games qui dure le temps des soldes et même jusqu'en juillet. Le 19 août. 19 août, merci. Donc tout le mois de juillet et ainsi que quasiment tout le mois d'août. Donc n'hésitez pas à foncer s'il y en a qui vous manquent dans cette gamme, qui est assez intéressante parce qu'en fait tous les jeux sont très différents dans la gamme de chez Yellow. Donc moins 25 et moins 50%. Et également ici, on va un petit peu zioter ce qu'il y a dans les soldes parce qu'il y a plein de trucs très très cool à chaque fois dans les soldes. Là notamment, moi je m'intéresse toujours aux grosses boîtes, les jeux pour enfants, les smart, je sais pas si ça vaut le coup, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça c'est de la bombe, je sais pas à combien il est, mais le Small World of Warcraft, hop, 30% c'est de la bombe. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alma Mater, si vous connaissez pas Alma Mater, c'est un excellent jeu plutôt expert. On va avoir Dinosaur World, il y a des dinosaures donc c'est forcément trop bien. Ça pour moi c'était l'Asdor initié. Mais il n'a pas été nommé. Pourtant, c'est une grosse tuerie. En plus, c'est un jeu de science-fiction. Soldé à contre-cœur. Ben oui. Comme Extinction, c'est pareil. Mais celui-là Extinction, c'est très très cool. On a du Carnegie là. Extinction. Voilà, à moins 30%. Pourquoi? Je sais pas. Faut croire qu'en fait, chez Jeux des cartes Bordeaux, on ne solde que d'excellents jeux. Qu'est-ce qu'on a? On a les sièges de Runda, on a Zapotec, enfin on a plein de choses. Il y a plein de choses. Je vais pas tout vous expliquer. Ça c'est trop bien aussi. On va pas tout vous montrer. On va quand même passer maintenant aux nouveautés, évidemment. Donc, après les soldes, on enchaîne directement avec une très très belle nouveauté, qui est en fait une réédition d'un ancien jeu qui s'appelait Wildlife
quelque chose, je ne sais plus ce que c'était. Un très vieux jeu qui est sorti plutôt dans les années 80, 86 de mémoire. C'est un jeu de Wolfgang Kramer, donc on connaît déjà assez bien, notamment il a été connu pour Azul. Il a fait plein d'autres jeux, hein, je ne vais pas tous les citer. Et c'est illustré ici par Yann Valeani. C'est édité par les Super Meeple. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs. Les parties durent environ une demi-heure, 3/4 d'heure. On est vraiment dans un jeu qui peut s'apparenter aux Aventuriers du Rail. Sauf qu'ici, en fait, on va mener des expéditions. Et ces expéditions-là, en fait, il y en aura 3 types. Il va y avoir des expéditions jaunes avec ces petites flèches-là. Il va y avoir des expéditions bleues et des expéditions rouges. Les joueurs n'auront pas de couleur de flèches à eux. Ils ont des petites couleurs de jetons comme ça, qui représentent des points de passage qu'ils vont essayer de visiter. Et en fait, bon là, j'ai pas déplié tout le plateau. Hein. Le plateau, il est vraiment très très grand. Il fait le double de ça. Et en fait, vous avez la carte du monde, tout simplement, avec des différents emplacements de destination. Donc, différents points de lieux touristiques à visiter, différents endroits de différents pays très connus, qui sont reliés par des petits chemins sur lesquels on va poser des flèches dessus pour indiquer les différents déplacements des expéditions. Au début de la partie, on a un paquet où on va avoir 6 cartes qui sont en fait des objectifs communs. Et chaque joueur va se voir attribuer un certain nombre de cartes. Donc ça dépend en fonction du nombre de joueurs, si vous jouez à 2, 3, 4, 5, 6. Ça va dépendre du nombre de cartes que vous... Enfin, en fonction du nombre de joueurs, ça dépend du nombre de cartes qui sont distribuées. Et ce sont en fait vos destinations personnelles. Parmi ces destinations personnelles que vous avez en main, vous allez en choisir 5 sur lesquelles vous allez poser des petits jetons. Donc moi par exemple, si je suis joueur vert, je sais pas, Machu Picchu, je vais mettre un jeton vert. Il est là, le Machu Picchu, voilà, je l'ai déjà placé. Donc là, je mets un jeton vert ici. Si j'ai envie d'en mettre un Perse, je le mets. Je peux en mettre un Uluru, qui est ici en fait, Uluru. Papouasie, je vais y arriver. Papouasie, je l'ai en main, il est là. Donc je mets des jetons. Donc sur 5 cartes de mon choix, je place des emplacements. Donc, je place des jetons. L'idée, c'est que du coup, les joueurs savent plus ou moins mes objectifs de destination. Le but du jeu va être de faire le plus de points de victoire. Vous marquez des points de victoire par carte destination que vous aurez réalisée, personnelle ou commune, et les différents jetons que vous aurez réussi à récupérer. La mécanique de jeu, il n'y a pas plus simple. En fait, vous allez récupérer une flèche de destination et vous allez la placer juste après une flèche qui a déjà été tracée, ou alors vous avez un point de départ au début pour pouvoir lancer le départ des expéditions, mais à chaque fois, vous aurez la possibilité de placer différentes flèches en continuant évidemment les chemins. Quand je place une flèche, je vais arriver à un autre endroit. Si j'arrive sur un emplacement, mettons, on va dire vert, donc je sais pas, on va dire que j'ai pris le jeu, on va prendre voilà, le bleu, hop, tac. Si j'arrive à Rapa Nui par exemple, là, on voit que je passe à Rapa Nui. N'importe quel joueur, ça peut être moi, mais n'importe quel joueur qui a Rapa Nui en main peut dire hey, moi j'ai Rapa Nui. Bon là il se trouve que c'est moi, mais je vais vous le faire ici. Mettons un autre joueur à Rapa Nui, je l'ai pas en main. Non, bon admettons voilà, je l'ai pas. Rapa Nui, c'est un objectif commun, c'est pour ça. Mais admettons qu'un joueur ait Rapa Nui en main, du coup moi je pose une flèche, il dit hop hop hop, j'ai Rapa Nui, je pose ma carte, ça lui fait un point. Ensuite, si jamais c'était un objectif à moi ou un objectif commun, je dis ok, je m'arrête là. Ici, vous voyez, c'est un objectif commun, Rapa Nui, du coup, je le prends et je le mets devant moi, ça me fait un point. Donc ça, c'est pour les objectifs communs. Ensuite, vous avez vu des différentes couleurs sur les ronds. Ça, c'est important parce qu'en fait, vert, ça indique des destinations à atteindre. Et rouge, en fait, et bleu, ça va être des pouvoirs. Le bleu, c'est super bien. Quand vous passez par du bleu, vous rejouez automatiquement, donc vous remettez dans la continuité. Ça peut être là ou ça peut être là, par exemple. Mais du coup, je rejoue immédiatement. Ça peut être bien comme ça peut avantager les autres aussi. Le rouge, ça vous permet de gagner des petits tickets, comme ceci. Les tickets, c'est cool, on peut justement pendant son tour en dépenser jusqu'à 2 pour faire différentes actions, notamment une action qui va être intéressante, ça va être comme l'action bleue de pouvoir rejouer. Ça peut être aussi une action qui permet de retirer une flèche et d'en replacer une à un autre endroit, donc ça c'est cool parce que ça permet justement d'optimiser les expéditions et justement de bloquer les autres joueurs pour pas les avantager sur d'autres expéditions. Comme je le disais, on va déployer jusqu'à 3 expéditions, au début on en lance une, puis 2, puis 3, puis au bout d'un moment, en fait on va jouer et au fur et à mesure on va placer les flèches. Quand il n'y a plus de flèches, c'est la fin de la partie, ou alors dès qu'un joueur a placé toutes ses cartes, il a joué toutes ses cartes, ça met fin à la partie. Comment on compte les points? C'est simple, chaque carte que vous avez pu jouer, vous pouvez marquer un point. Chaque jeton que vous aurez récupéré qui sont à vous, vous fait un point. Par contre, chaque carte que vous avez en main, -1. Chaque jeton que vous n'avez pas récupéré, -1. C'est méga simple, c'est vraiment un jeu familial par excellence, c'est à partir de 8 ans. On a vraiment cette sensation d'Aventurier du Rail, mais condensée au possible, et du coup on a quand même les mêmes sensations, si ce n'est que là du coup on est vraiment sur une course avec du côté un peu chafouin, où justement utiliser les tickets pour renverser un peu les expéditions permet justement de contrer un peu la stratégie des joueurs et de vous avantager vous aussi. Voilà, je vais laisser du coup les autres collègues enchaîner. Coucou YouTube!
je suis là pour vous présenter le Clan des Loups, un jeu édité, localisé par Gigamic, créé par Ashwin Kamath et Clarence Simpson et magnifiquement illustré par Paulina Linjama. Alors, c'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans quand même, hein, et pour 75 minutes de jeu. Alors on l'a éprouvé à 3, oui. Ça nous a bien pris une bonne heure. On se dit que à 5, attention, ça doit être très très long. Voilà. Bah, mais après, bon, si vous n'avez pas peur des parties de 3-4 heures, il n'y a pas de souci. Moi, je en fait 20 minutes par joueur. Tu vois. Ouais, minimum. 25 minutes par joueur, peut-être. Ouais. Bon, là, Alex vous tease un peu en faisant des zooms sur le magnifique matériel. Qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être une prise de territoire, une bataille de territoire entre différents clans de loups. Donc, chacun va avoir son petit plateau perso représentant son clan de loups. On a les loups des forêts, on a les loups des neiges, des plaines arides. Voilà, chacun ses petites couleurs et ses petits jetons. On va avoir des antres, des petites tanières, des loups de meute, des petits, et des loups alpha. C'est à peu près tous les éléments de votre plateau que vous allez pouvoir mettre sur la carte commune ici. La carte, elle est plus ou moins grande en fonction du nombre de joueurs, donc l'interaction est toujours bien calculée. Que vous soyez 2, vous allez vous taper dessus, que pareil si vous êtes 5. Voilà. On va avoir un départ central avec nos loups et ensuite on va se disperser pour essayer d'aller prendre le contrôle de différentes régions. Ce qui est intéressant, c'est que en gros on va avoir un timer qui va faire que au bout d'un moment on va scorer les régions d'abord avec les petits croissants de lune. Donc on va scorer que ces régions-là, puis on va continuer le jeu jusqu'à ce qu'on score les quartiers. Oui. Ça s'appelle un quartier. Les demi-lunes. Voilà. Voilà, les demi-lunes. Et enfin... Indiana Jones, demi-lune. Pas du tout. Et enfin, ce qui mettra fin à la partie, c'est quand on scorera les 2 dernières régions qui ont des pleines lunes. Comment ça va se passer? À votre tour, vous avez un magnifique récap. Ici, vous devez faire 2 actions. Parmi celles-ci, vous pouvez faire 2 fois les mêmes si vous le souhaitez. Vous avez vous déplacer. Et donc, tout va se passer grâce à vos petites tuiles de départ qui sont ici et que, en fait, ça représente les types de territoires que vous trouverez sur la carte. Et tout va se passer aussi avec les chiffres que vous aurez sur votre plateau. Par exemple, vous pouvez vous déplacer. Vous allez pouvoir déplacer un certain nombre de loups. Et c'est indiqué par ici, c'est très clair sur votre plateau. Pour l'instant, vous pouvez déplacer 3 loups au maximum. Jusqu'à combien? Eh bien jusqu'à 4 cases. Vous pouvez déplacer du coup 3 loups, genre un qui est là-bas, vous le déplacez de 3 cases, un qui est là-bas, etc. Mais vous devez payer en petites tuiles. Pour déplacer, vous en retournez une et en fait, ce que vous retournez, eh ben, c'est la direction dans laquelle, enfin la destination vers laquelle vous amenez vos loups. Exactement. Donc, si je retourne, j'utilise ma petite plaquette de forêt, il faudra que j'amène des loups à moi vers de la forêt qui est à assez de cases de distance de ce qui m'est autorisé. Ici, donc là, 4, en fait. 4. Donc je pourrais faire 1, 2, soit là, soit pas là parce que je suis limitée. Hein. En gros, vous vous doutez bien qu'on ne peut pas être trop nombreux sur une même case. Il y a des problèmes de prise de territoire après. Et donc, ça, c'est se déplacer. Vous pouvez sinon, vous pouvez construire une tanière. Les tanières, c'est ces petits trucs là, on dirait des buissons, mais c'est des tanières. Pour ça, eh ben, ça vous dit vous devez payer 2 tuiles identiques à la case où vous voulez construire la tanière, qui doit être sur la même case ou une case adjacente à un de vos loups alpha, qui ressemble à ça. Oui. Les petits loups, ils servent à rien, c'est pas eux qui vont... Oui, là j'ai une antre ici, un antre. Et par exemple, non ça c'est, je dis une tanière. Oui, on parle de tanière. Mais oui, ça, attention, on n'arrête pas de se confondre, ça c'est une tanière et ça c'est un antre. C'est pas la même chose, ça c'est on va dire l'upgrade. Okay. Voilà. Donc là j'étais ici, et ben si je paye une tuile de petits montagnes, là j'ai ça, hop, je la retourne. Oui, 2, hop. Voilà. Ouais, oui, vous voyez comme dans le sketch avant, on est tout le temps à se disputer, et ben j'ai le droit de poser ma petite tanière juste à côté. Voilà. Et comme vous voyez, quand je prends une tanière, et ben ça révèle une nouvelle chose. Donc moi j'ai décidé de prendre une tanière sur cette piste-là, et ben ça me permet d'augmenter mon déploiement. Ou si j'avais pris ici, vous voyez, je passe de 4 de vitesse de loup à 5. Okay.
Et au bout d'un moment, vous voyez que vous allez carrément débloquer des points de victoire plus vous avancez. Au début, on commence tous avec juste 3, 2, vous voyez, on est tout au début. Et après, on va améliorer notre plateau. Donc déjà, vous avez ces dilemmes de je vais prendre une tanière de cette piste-là parce que ça va me donner par exemple plus de vitesse de déplacement, donc je pourrais aller plus loin. Mais en même temps, ça va aussi me donner plus ou moins de points. Et des fois, je vais accéder à des petits checkpoints comme ça. Oui. Quand j'y accède, j'aurai des petits jetons bonus. Par exemple, ça me permet de rejouer. Tout à fait. Et ça me permet de... c'est comme une tuile bonus, en fait. Ça, exactement. Par exemple, s'il me manquait, justement, je voulais aller construire une tanière sur un truc de neige et que j'en avais pas, hop, je fais ça. Lui, je le dépense et... Lui, je retourne. Voilà. Vous voyez, ce qui est aussi intéressant, c'est que quand vous retournez, vous voyez déjà d'avance le petit type de paysage que vous aurez derrière. Donc ça peut vous faire des très bons combos en disant ok, à cette action-là, je retourne ces deux-là, ça me sert à quelque chose, mais en plus, au tour d'après, j'avais besoin de cette neige-là pour faire ma deuxième action. Oui. Voilà. Et ensuite, vous pouvez donc upgrade une tanière en antre. Donc, ça va se passer de la même manière, 2 tuiles identiques à la tanière que je veux upgrade, qui est à côté d'un loup alpha, et qui est à côté d'un point d'eau. Oui. Voilà. Les tanières, vous pouvez les mettre où vous voulez. Par contre, si vous voulez que ça se transforme en antre, il faudra qu'elles soient préalablement autour d'un point d'eau. Mais dis-moi, Jamie, à quoi ça sert de mettre des loups et des antres et des tanières? À prendre l'ascendant. Je l'ai dit au début. Comment il s'appelle le pote de Jamie? Marcel? Je sais plus. Marcel, c'est conducteur. Ah bah voilà, Marcel quand même. J'ai dit c'est prise de territoire. Je l'ai dit et répété. On doit prendre le territoire, donc l'ascendant dessus, donc majorité, donc placer le plus de ses potes dessus. D'accord. Tout vaut 1 point, sauf les antres. Les antres, ça vaut 3 points de majorité. Donc ça c'est 1, ça c'est 1, ça c'est 1, ça c'est 1. Mais si j'avais un antre au milieu, hop, voilà. Là j'ai beaucoup plus sur cette tuile-là. J'ai 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, et mon pote en face il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, même comme ça il me bat, il est trop fort. Donc maintenant que tu m'as interrompu, Marcel, on a aussi hurler. Hurler, ça vous permet en gros les gens autour, vous allez pouvoir récupérer les loups solitaires comme ça et mettre un petit loup à vous à la place. Vous faites des bébés. Oh oui. Et enfin, vous allez dominer. Ça, c'est le plus hardcore. Et il faut payer 3 tuiles parce que c'est très puissant. Vous pouvez transformer un petit loup tout paumé comme ça en votre couleur. Ou alors, vous pouvez aussi dominer une tanière aussi qui est laissée à l'abandon et la remplacer hop, par une tanière à vous. Oui. Voilà. Ça, c'est les actions possibles. Vous avez aussi d'autres moyens de gagner des points de victoire, c'est chasser, parce que bon, vous restez quand même des loups, hein. La prise de territoire c'est sympa mais il faut bien se nourrir. Pour chasser, vous avez des petits spots comme ça, là où il y a des animaux. Il faut réussir à mettre 3 potes à vous autour d'un territoire où il y a, hop, des animaux. Donc là, je suis à 3 autour, donc pas sur les mêmes cases, hein, différentes. Je prends un petit raton laveur que je mets sur mon plateau et vous voyez, ça va me faire de plus en plus de points et aussi ça me fait gagner des jetons d'action bonus. Et on peut chasser que des différents. Oui, donc vous voyez, là j'avais pas le droit. J'avais déjà un raton laveur. Hop, hop là, il me fallait un élan. Je crois que c'est un élan. Tout à fait. Voilà, c'est à peu près tout. Ce qui est intéressant, c'est surtout le scoring et le décompte des manches. En fait, à chaque fois, vous allez faire des actions qui, par exemple, dominer un loup. En fait, le loup que vous dominez, vous le mettez où? Eh ben, vous le mettez là. Ça, c'est le loup que vous avez dominé. Si à un moment vous hurlez sur un loup solitaire, vous l'enlevez du plateau, vous le mettez où? Eh ben, sur le cycle lunaire. Et en fait, c'est comme ça, vos actions qui ont des impacts directs sur la carte vont faire avancer le scoring. Et au bout d'un moment, bon, ça c'est à partir de 2 joueurs, enfin pour 2 joueurs, mais au fur et à mesure de la manche, eh ben, quand vous faites cette action-là, on va déclencher le scoring des régions de croissant de lune. Ok. Voilà. Celui qui est majoritaire gagne un certain nombre de points indiqués. Ici, par exemple, ce serait 6 points. Et le deuxième majoritaire a 3 points. Et les autres, ils ont rien du tout. Ils se grattent. Hein. Et voilà. Et après, bah, vous finissez à la manche, enfin, au tour 22. Et c'est le dernier des comptes. Et les égalités sont difficilement départageables. Hein, Alex? Ça va, elles le sont. Mais nous, on a vraiment fait un score très très égal. Ouais, c'était très serré pendant toute la partie. C'était ultra serré. Tout le monde était... Et pourtant, tout le monde avait vraiment des stratégies très différentes. Moi, j'ai fait des bébés partout. Antoine, toi, t'étais vraiment sur le contrôle de territoire. Il a contrôlé énormément de territoire. J'ai fait des tanières surtout. Ouais. Toi, t'as fait beaucoup de tanières, donc t'as maxé ton plateau. Ouais. Et ça s'est joué à 40 points Antoine. 41 tous les deux. Oui. Après, ça se contrôle au nombre de loups qu'il y a sur le plateau. On avait exactement le même nombre jusqu'au bout. Et tellement on était à égalité qu'il n'y a aucun cas de figure qui dit, bah, en cas de
sur égalité, l'un des deux a gagné. Non. On était à l'égalité sublime, parfaite, qui n'est même pas référencée dans la règle du jeu. Donc voilà, très cool le clan des loups, pas mal de combos et d'anticipation possibles avec vos petites tuiles de paysage, etc. Et voilà, vraiment toutes les mécaniques sont viables, toutes les stratégies sont viables et ça en fait un jeu très riche. Je passe la main. Hello, coucou, salut à tous. C'est vrai que le clan des loups, on a vraiment adoré, moi j'ai qu'une hâte, c'est refaire une partie. Là. Oui, moi aussi, franchement, je suis super chaud. Et puis alors, on a joué à 3, je pense que c'est le nombre de joueurs parfait, on se faisait la réflexion jusqu'avant de tourner. Faudrait qu'on teste à 2 quand même, mais à 3, ça sent vraiment bon. Il y a un autre jeu où j'aurais adoré vous dire qu'on y a joué et que c'est super, mais à part qu'on n'y a pas joué. J'aimerais bien y jouer quand même. J'ai même eu du mal à trouver les règles, ce qui fait que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous avez 1h30 devant vous, il y a quand même des chaînes YouTube qui en parlent très bien. C'est juste que j'ai pas trouvé le temps d'avoir 1h30 devant moi. C'est Doggerland, c'est un jeu de Laurent Guilbert, Jérôme Schnorchoff, illustré par Emmanuel Roudier et Yvan Villeneuve. Monsieur Jérôme Schnorchoff, si vous êtes sur la communauté des BDistes francophones, vous l'avez forcément vu dans les commentaires ou dans les posts, parce qu'il y est quotidiennement. Et je vais aussi parler rapidement de Emmanuel Roudier, qui est aux illustrations, qui a fait des illustrations pour le jeu de rôle Worm, je pense que c'est plutôt Worm qu'on prononce. Oui. La bande dessinée Néandertal, c'est quelqu'un qui est vraiment dans cette thématique manifestement, et c'est beau, franchement c'est très beau Doggerland. Et bien pour les gens qui aiment des jeux à grande ampleur, et je pense que ça peut vraiment être une belle proposition. Donc, pour la thématique, c'était il y a 15 000 ans, nous sommes dans la région de Doggerland, c'est une région qui n'existe plus puisqu'elle est sous l'eau aujourd'hui. C'était un pan de terre qui connectait le nord de la France avec la Grande-Bretagne, en gros. Voilà. Après il y a eu de l'eau, du coup les gens qui vivaient là, ils se sont séparés en deux, il y en a qui sont partis au nord, ils sont partis boire du thé, il y en a qui sont partis un peu plus au sud, et ils sont partis boire de l'agnole, pim ça a fait la Bretagne et la Grande-Bretagne, et voilà. Voilà en gros pour l'histoire. Un grand plateau commun comme ceci, on va avoir chacun nos tribus qui vont commencer comme ceci, on a nos plateaux individuels pour nos tribus, il y a tout un tas de petites ressources. C'est un jeu de pose d'ouvriers, de programmation, puisqu'en fait c'est ce genre de jeu de pose d'ouvriers où, quand je pose mon ouvrier, il ne se passe rien, tout le monde va passer ses ouvriers, et ensuite une fois que tous les ouvriers ont été posés, eh bien on va les résoudre. Et donc évidemment il va y avoir un intérêt à se placer là ou là à tel moment et à déclencher les choses dans tel ou tel ordre, sachant que bien sûr qui dit poste d'ouvrier dit se bloquer, s'embêter les uns les autres, se piquer des emplacements. On va pouvoir faire tout un tas de choses, on va pouvoir bien sûr aller récupérer des ressources que vous allez stocker sur votre plateau individuel. Il y a une sorte de système de périssement, je ne sais pas si ça se dit, des ressources. Ouais, c'est ça. Ouais. Puisque si vous ne vous en servez pas, elles vont tout simplement disparaître avec le temps. Donc ça va se prendre en compte. Ces ressources, au début, vous allez les chercher sur les cases à proximité. Voilà, au début, ça va, il n'y en a pas trop des cases, mais vous voyez que ce plateau est grand. Et à chaque manche, eh bien, ça va s'agrandir, puisque on va explorer, en fait, on va découvrir notre environnement. Il y a une des possibilités du jeu, ça va être d'augmenter vos petits pas, vos petits petons. C'est simplement la distance à laquelle vous pourrez aller vous déplacer pour aller poser des ouvriers. C'est quelque chose qu'il faut augmenter, il va falloir investir pour y arriver, donc je vous conseille fortement de le faire. Notamment, il y a autre chose que l'on peut augmenter sur son plateau individuel, ça va être le niveau de maîtrise de nos personnages, parce que, eh bien, en gros, quand on va envoyer des personnages, ils vont pouvoir ramener une certaine quantité de ressources, alors ça peut être de la pierre, de la nourriture, etc. Selon le nombre de personnages que vous avez envoyés, selon leur métier aussi, il y a le grand chef de votre tribu qui est quand même 2 fois plus efficace que les autres, et on va multiplier ça en gros par votre niveau de maîtrise, qui est une petite jauge qu'on peut augmenter, et en gros c'est un peu ce qu'ils peuvent porter, est-ce qu'ils sont bien équipés. Sachant que les emplacements, ils vont se vider, il y a un moment, il n'y aura plus à manger là dans cette zone, il y a un moment, il n'y aura plus de pierre, ou dans cet endroit-là, on ne pourra plus aller récupérer de la peau, parce qu'on en a trop récupéré, on a vidé le lieu. Donc, plus vous êtes efficace, mieux ce sera, parce qu'on ne pourra pas faire des allers-retours à vide. Voilà en gros comment ça fonctionne. On va pouvoir faire des bébés forcément. Je peux envoyer des personnages à moi dans des petites cahutes pour faire des petits. On a un personnage, un petit meeple, c'est la chamane. La chamane elle va pouvoir invoquer la puissance des dieux pour que les enfants ça fasse des jumeaux. Et puis vous avez 2 fois plus d'ouvriers d'un coup. Voilà en gros pour Doggerland, on est quand même dans des sensations, j'ai l'impression, à l'âge de pierre évidemment, pour la thématique mais pas que, poste d'ouvrier, etc. Il y a un côté très agricole parce que tout un tas de petites ressources à gérer, mais ça m'a l'air quand même résolument plus moderne. Voilà donc pour Doggerland. Si jamais on a l'occasion d'y jouer, j'espère bien, on vous mettra un petit mot dessus quand même, parce que c'est un jeu que j'ai attendu depuis un certain temps, et donc c'est un jeu super meeple, il faut le dire quand même. On va continuer par là.
avec Champion, un jeu de chez Repos Production, un jeu de messieurs Lartin, Critin et Pochon, un jeu pour 3 à 8 personnes, à partir de 10 ans pour des parties de 30 minutes environ. C'est un jeu d'ambiance, comme son look le laisse présager. C'est un jeu d'ambiance dans lequel on va jouer 2 manches, on va essayer de faire plus de points que les autres joueurs, et c'est un jeu dans lequel il va y avoir des champions qui vont s'affronter. Donc on va faire 2 manches, à chaque manche, que va-t-on faire? Eh bien dans un premier temps, nous allons avoir 8 petites plaquettes comme ceci, elles sont vides à la base, elles sont effaçables. On va se les répartir entre les joueurs de manière plus ou moins équitable, et dessus vous allez marquer le nom d'un personnage ou d'une personne. Ouais. Donc vous voyez, nous on a mis Louis de Funès, Emma Watson, Pocahontas, Alice, Antoine, Bob Marley, le comte Doku et Alex. C'est pas mal, c'est une bonne sélection. On va également tirer 7 cartes comme ceci de défis. Et on va aller associer les personnages à des défis, sachant que ces défis, eh bien, ils vont être répartis de la manière suivante. Il va y en avoir 4 ici, ça va être les quarts de finale, puis ici 2 pour la demi-finale, et puis bien sûr un défi pour la grande finale. Chaque joueur va être doté d'une petite plaquette comme ceci. Et là, en gros, vous allez faire votre prono, votre petit pronostic à vous dans votre petite tête, dans votre petite tête non, puisque vous allez l'écrire. Donc par exemple, ici, il y a marqué Emma. Et ben ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on regarde ici pour le défi de qui offre les pires cadeaux d'anniversaire, moi je pense, alors c'est pas moi qui l'ai fait celui-ci, mais la personne qui a fait ceci pense que c'est Emma Watson qui fait les pires cadeaux d'anniversaire. Moi franchement, je pense que j'aurais mis Louis de Funès. Pareil. Je pense pas. En vrai, ça doit être quelqu'un de très généreux. Alors, c'était quelqu'un de très généreux, mais je pense qu'il t'avait un peu dans le pif, il pouvait te faire un seul coup, tu vois. Bref, je ne sais pas, voilà. Alors, vous le sentez, c'est un jeu d'ambiance, donc ça va emmener des débats comme ça un peu débiles, et c'est juste parfait. On fait notre petit prono, et ensuite, eh bien, on va aller résoudre tous ces défis. Bah, c'est très simple, on va avoir chacun une petite carte avec les 2 icônes, là, donc l'éclair rose et l'étoile bleue, qui correspond à chacun des 2 personnages, et vous allez voter, tout simplement. 1, 2, 3, pim, on révèle, et bien, le personnage qui a reçu la majorité va être gagnant de ce défi-là. Il y a un petit icône qui va vous permettre de trancher en cas d'égalité, donc peut-être que les plus malins se diront « Ok, alors je sais pas trop, mais du coup les autres dans le doute, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont plutôt prendre l'égalité. Oui, mais en même temps, je sais pas trop, mais quand même, Louis de Funès, ça me paraît méga évident qu'il pourrait faire des pires cadeaux d'anniversaire. Bon, bref, j'en sais rien, vous faites votre petite tambouille dans votre tête. On va faire ça pour chacune des étapes, et vous allez marquer des points, si vous avez juste, à chaque fois. Mais surtout, vous allez marquer des points si à la fin, vous avez trouvé la personne qui gagne l'intégralité du tournoi. Bien sûr. Voilà en gros. Donc là, apparemment, c'est moi qui gagnerai le tournoi. Oui, je serai en duel avec Pocahontas sur qui écrit des poèmes érotiques à la fin. Ah ouais, d'accord. Moi, j'écrirai des poèmes. Mais alors, je dis pas que je l'ai jamais fait, mais c'est peut-être pas ma spécialité non plus. Bref, voilà donc pour Champion. Mais il n'y aurait pas un petit concours là-dessus? Mais oui, c'est le jeu qu'on va vous faire gagner. Alors comment on va faire pour ce petit concours? Eh bien on va prendre une carte de défi comme ceci. Hop là. On va prendre qui? On va prendre Alice et on va prendre moi-même. Voilà, ça c'est rigolo. Donc Alice et Antoine. Alex, quel défi on choisit? Est-ce que c'est le défi de qui croit aux fantômes ou de qui fait des câlins aux arbres? C'est toi qui choisis. Qui fait des câlins aux arbres? Qui fait des câlins aux arbres? C'est terrible. Selon vous, qui fait des câlins aux arbres? Est-ce que c'est Alice ou est-ce que c'est Antoine? Vous répondez dans les commentaires. Ça va être très simple, nous on va regarder toutes les réponses. Et si vous êtes dans la majorité de la réponse, eh bien, on va faire un tirage au sort parmi toutes les personnes qui sont dans la majorité, et puis on vous fera gagner une boîte de champions. Est-ce que c'est bien ça le deal de ce concours? Bien sûr, voilà, c'est ça le deal. Donc à vos commentaires, qui fait des câlins aux arbres entre moi-même et Alice? Moi-même là je ne saurais pas quoi répondre, donc réfléchissez bien. Je pense que j'ai ma réponse quand même. Je bouge pas d'ici, pourquoi? Parce que là, à portée de bras, j'ai suspect et on va s'installer ici pour vous en parler. Mais ce serait pas la recommandation de Antoine, à peine arrivé à la boutique, à peine reçu la recommandation. Alors là, je l'ai mis de manière préventive, cette recommandation, parce que cette boîte, je ne l'ai pas encore faite. C'est juste qu'en fait, c'est une recommandation qui est tout le temps sur la gamme Suspect, parce que je l'aime beaucoup cette gamme. C'est une gamme de jeux d'enquête. Dans chaque boîte de Suspect comme ceci, vous avez 3 enquêtes. Ici, elles sont nommées Bienvenue à Mysteria Lane, The Candy Love et Le Rêve de Katmandou. C'est trop cool, ça se passe à Katmandou, j'adore cette ville. J'aime pas les grandes villes bruyantes, c'est une grande ville bruyante, mais elle a cette touche de magie. Dans les anciennes boîtes, on suivait les aventures de Claire Harper, et bien là ce sont de nouveaux personnages que nous allons rencontrer. C'est l'auteur de cette boîte, c'est Guillaume Montiage. Ok, c'est illustré par Lucky, Siam et Théo Lejouy.
Et scénariste Fabien Clavel, Guillaume Montiage à nouveau, Sébastien Duverger, Nedelec et Paul Alté. Il y a du monde qui bosse là-dessus. Oui. Et franchement, c'est pas une surprise parce qu'il y a vraiment tout un tas d'illustrations. Les enquêtes, alors je sais pas pour cette boîte, mais enfin jusqu'ici, les enquêtes étaient quand même rudement bien ficelées. C'est pas facile. En gros, comment est-ce que ça fonctionne? Nous allons avoir tout un tas de matériel, des cartes, donc des cartes géographiques de lieux, des cartes de personnages, des cartes d'objets, etc. Et à chaque fois qu'on va se déplacer dans un lieu pour aller fouiller, pour aller parler à quelqu'un, ça va nous utiliser une unité de temps fictive. Et quand vous pensez que c'est bon, que vous avez découvert, vous avez tout compris de cette enquête, bah, vous allez ouvrir une petite enveloppe et voir la réalité, le pot heureuse. Et si vous avez trouvé juste, bah, votre score, ça va être le nombre d'unités de temps que vous avez utilisé. Il faut essayer de le résoudre le moins d'unités de temps. Voilà, en gros, je ne sais pas si j'ai été clair. En gros, essayez d'avoir le moins d'indices possible et de trouver quand même la bonne solution. Vous pouvez jouer donc de deux manières, soit vraiment en mode challenge comme ça, soit vous pouvez le jouer à la cool. Moi, c'est un peu ce que je fais. Et on va voir à peu près toutes les options possibles. Et on a de grandes chances de trouver la solution. Et vous savez quoi, même comme ça, on peut se tromper. Et là où je dis que c'est vraiment bien ficelé, c'est-à-dire que moi, je me suis souvent trompé sur cette gamme-là. Et à chaque fois qu'on voit la solution, on se dit « Ah ouais, on aurait pu trouver. » C'est pas tiré par les cheveux. Et c'est ça qui est très fort. Et c'est ce qui fait que j'aime beaucoup Suspect. Et voilà, je vais pouvoir passer la main. Oh, une recommandation, mais ce jeu est déjà sorti et il est déjà revenu en stock. Oui, mais son petit frère est arrivé, Tortuga 1667. Et oui, il y a aussi ma tête. Voilà, je recommande cette gamme qui ne fait que commencer. Les deux prochaines boîtes seront sur Salem et les Cowboys normalement. Mais ici, Tortuga, c'est sur quoi? Les pirates. Les pirates, ici vous allez avoir un jeu de rôle caché, comme Bristol d'ailleurs, hein, mais différent. Vous avez 3 camps qui s'affrontent en fonction du nombre de joueurs, mais dans la majorité, la totalité des cas presque, ça va être l'Angleterre contre la France. Et donc des fois, il y a les Pays-Bas qui squattent. Voilà. Comment ça va se passer? Les camps vont essayer de se piquer des coffres, qui vont ressembler à ça, pour les mettre dans leur camp. Sauf que au début, on vous distribue justement une carte loyauté face cachée, vous en prenez connaissance et vous le dites pas aux autres qui vous êtes. Mais vous allez essayer d'identifier, un peu comme dans tout jeu de rôle caché, comme Time Bomb, Bang, etc. Pendant la partie, vous essayez d'identifier vos potes pour pouvoir coopérer. Voilà. Mais sans vous faire repérer par les autres parce qu'ils vont vous faire passer par la planche. Chacun a son petit personnage qui va surtout lui donner sa couleur de pion. On va se mettre sur les bateaux dans un ordre au hasard mais qui va être important. Et derrière notre carte, on a un magnifique récap de tours. C'est très bien fait. Donc déjà sur le bateau, en fonction de votre emplacement sur le bateau, vous aurez des rôles et du coup des pouvoirs. Le premier tout au bout devant, il y a un C, c'est capitaine. Derrière c'est un S, c'est second. Après c'est les pecnos. Mais le tout dernier a quand même un avantage. Tout dernier au bout, il est mousse. Le mousse, il a droit à faire des trucs quand même. Mais celui au milieu, par contre, lui vraiment, il sert à rien. Il racle le pont et c'est tout. On a ici le galion espagnol. Au début, c'est là où il y a tous les coffres, même si chacun commence avec... Les Espagnols sont bizutés dans ce jeu. Oui, un peu plus que les mousses, effectivement. Mais bon, on commence déjà avec un trésor de chaque côté, parce que vous voyez, d'un côté, il y a le Hollandais volant, et ici, on a le pavillon noir. Mais dans chaque bateau, on a une coque, enfin comment on dit? Une soute. Une soute, merci, d'anglais et de l'autre, de français. Et c'est dans ces petites soutes qu'on va essayer d'organiser nos coffres. Donc voilà, il y a la même chose sur les deux bateaux. Et donc, on va aller piquer des trésors aux Espagnols et les mettre dans quelle soute? Ça dépend de votre allégeance. On a aussi au milieu Tortuga qui va être l'île un peu neutre mais où vous allez pouvoir quand même faire des trucs. Comment ça se passe un tour? C'est très simple. Le petit récap de tour va vous dire, vous tous les pirates, donc que vous soyez capitaine, mousse, second ou petite crotte, vous pouvez regarder 2 événements. Il y en a 5 toujours en jeu qui vont changer quand vous en piochez, on en remet un nouveau. Vous pouvez en regarder 2. Hop. Les événements, ils vont avoir des pouvoirs soit immédiats, soit passer aux autres qui vont les défendre ou les embêter, etc. Ou alors vous pouvez révéler une carte événement. Soit vous tentez, vous dites allez celui-là. Ou alors vous aviez au tour précédent regardé un événement et vous saviez que lui il était cool, hop vous le révélez, vous l'appliquez. Voilà. Sinon vous pouvez forcer un pirate à révéler une carte événement parmi 2. Tu dis, oh, ces 2-là, je les ai regardés tout à l'heure.
Elle puait un peu, vas-y. Pioche parmi les deux. Bon, après, ça peut être du pur bluff. Hein. Vous pouvez en fait dedans avoir des trucs très cool parce que vous pensez que c'est votre pote. Ou pas du tout. Bref, il y a du bluff, vous avez compris. Le capitaine, ou les capitaines, puisqu'il y en a un par bateau, lui a des actions spéciales que seul lui peut réaliser. Il peut appeler à l'attaque. C'est lui qui va déclarer l'attaque sur le galion espagnol. C'est pas le mousse qui va dire à l'attaque. Vous croyez quoi? Ou alors, il peut abandonner un gars de son bateau sur Tortuga. Voilà, c'est comme ça. Il dit hop, toi tu vires parce que t'es pas avec moi, par exemple. Pour les combats, on a tous des cartes vote en main qui sont différentes, hein, où vous allez avoir des symboles dessus. Donc, si on appelle à l'attaque, on va regarder eh bien, le haut de nos cartes. Vous voyez, il y a marqué attaque. Voilà. On va en miser une chacun, face cachée. On va en rajouter une de la pioche. On va mélanger et on va révéler. Et en gros, on arrive à faire une attaque eh bien, si on a au moins un canon et une petite lanterne torche pour allumer le canon. Attention, s'il y a eu des seaux d'eau qui ont été mis, un seau d'eau enlève une torche. Mais on ne sait pas qui a glissé le seau d'eau. Bien sûr. On ne sait pas. C'est toujours le voisin de droite. Voilà. Bon, dans ce cas-là, le seau d'eau annule une torche, mais ça va, il y avait une carte hyper puissante qui mettait une torche et un canon. Donc c'est bon, l'attaque est faite. On défausse les cartes qui étaient en jeu. Hop, on prend un petit coffre et on le met dans notre bateau, mais dans quel bord? Hop. Et sinon, abandonner un équipier, juste il dit, toi, hop, Tortuga. Tortuga, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, gouverneur de Tortuga, c'est une action. Il peut appeler à une rixe. Les rixes, eh ben, ça va être pareil, un vote. Et vous voyez, le deuxième étage de ces cartes, c'est quoi? Hop, rixe. Pareil, les gens qui sont dessus, ils vont voter. S'il est tout seul, il vote tout seul, c'est cool. Et on va mettre les petits coffres. Vous voyez, il y en a un déjà de base sur chaque camp. Il va mettre le coffre sur le camp qui a gagné. Ici, c'est le camp des Français. Donc du coup, le coffre qui était chez les Anglais, hop, il va chez les Français. Il n'y a pas plus de coffres sur Tortuga. Il n'y en a que 2 à gérer. Mais bon, vous êtes quand même gouverneur de Tortuga, c'est stylé. Et enfin, vous avez les seconds qui sont donc ici. Eux, ils ont aussi des pouvoirs, c'est appeler à la mutinerie. Bah oui, eux, ils peuvent essayer de destituer le capitaine. Mutinerie, dernier étage des votes. Vous voyez ici, les crânes, ça veut dire que s'il y a plus de crânes que de petits timons, et le capitaine est destitué, il jarte, et il va jarter sur une petite barque ici, qui est un passage obligatoire pour passer de Tortuga au bateau. Et voilà. Le mousse, je vous avais dit, bon, il a quand même un petit rôle. Il peut déplacer un trésor d'un côté ou de l'autre. Il nettoie tellement bien le pont que le petit coffre là, il passe chez les Anglais. C'est pas moi. Il a glissé le coffre. Je suis pas un Anglais, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est à peu près tout. Après, on continue les tours comme ça, chacun, on jarte des gens, on échange des places, on devient gouverneur, capitaine, on se met des albatros sur la tête, pistolet, c'est si vous révélez cette carte, abandonnez un autre joueur sur Tortuga, bam. Voilà, hop, ok, allez, bisous, bye. Tortuga, le premier, les gouverneurs, vous voyez, il y a un G, les autres, ils servent à rien à part voter pour les risques quand il y en a. Bah voilà, je vous ai expliqué tout le jeu. Du pur bluff, un matos comme d'habitude dans cette gamme magnifique, comme d'hab. Alors là, j'ai pas mis la boîte de démo, mais en fait c'est un livre. Ça s'ouvre comme un livre. Elle est et dedans, belle, cette voilà, gamme. dedans vous avez tout le matos, le petit tapis en néoprène qui se plie, qui se glisse magnifiquement, le petit sac en toile ici pour y ranger les petits jetons, c'est mieux que les petits pochons en plastique. Et voilà, vous avez tout le jeu qui est très 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 drôle. Il y a une variante à 2 joueurs, mais on le recommande à beaucoup plus. C'est de 2 à 9 à partir de 14 ans et plus pour 20 à 40 minutes de jeu. Merci à Lucky Duck Games d'éditer les façades... Oui, c'est les façades games. Dark Cities. Allez, on passe à la suite. Il était caché. C'était quoi cette intro? Je sais pas, j'étais caché, j'étais là, donc je me suis dit comment je vais faire pour rentrer. Il est dans le reflet en plus, j'ai pas fait attention. Sûrement, ils ont dû voir un gars qui était là. On enchaîne avec Lineit, je suis très content de l'avoir à la boutique. Il était jouable déjà sur Board Game Arena il y a peut-être un mois maintenant. C'est franchement top, pour moi c'est le jeu de l'été avec trio et passe-passe en petit jeu de cartes super simple à expliquer, à trimballer partout. Vous avez remarqué les boîtes en métal, du coup, c'est de chez Gigamic, évidemment. Lineit à partir de 8 ans pour 2 à 5 joueurs. C'est un jeu de Tim Jurecki. Et honnêtement, c'est hyper simple. Vous allez voir, je vais vous expliquer en 2 secondes.
C'est un jeu essentiellement de collection de cartes. En fait, on va pouvoir gagner de deux manières différentes des cartes, et chaque carte que vous aurez entassée devant vous va vous faire marquer des points. Dans Line It, en fait, à chaque tour, on va récupérer, donc en fait, à chaque tour, on va révéler, donc ça, je vais garder ma ligne pour moi, hop. Chaque tour, on va révéler en fait autant de cartes qu'il y a de joueurs, plus 2. Donc mettons, si on est 3, on va révéler 5 cartes. Les cartes sont numérotées et il y a toujours entre 1 et 100. Et il y a toujours 4 couleurs, rouge, bleu, jaune et vert. Donc là, on a fait un tirage, il n'y a que du bleu et du vert, mais c'est pas très grave. À votre tour, vous êtes, en commençant par le premier joueur, obligé de prendre une carte de la ligne. Et vous pouvez soit l'ajouter à votre ligne devant vous, j'y viens juste après, soit vous la gardez en main. Et ensuite, vous avez le droit de jouer une carte. Donc quand vous prenez une carte, soit vous la mettez dans votre main, soit du coup vous la mettez directement dans votre ligne. Quand vous construisez votre ligne, vous allez du coup essayer de respecter la croissance ou la décroissance des cartes. Si je commence par exemple avec un 22, il vaut mieux que je la fasse du coup croissante, donc toutes les prochaines cartes seront forcément croissantes aux cartes précédentes. Si je commence avec un 97 par exemple, il vaut mieux faire décroissant. Mais je dois respecter cette croissance ou cette décroissance de cartes qui correspond en fait tout simplement, enfin qui est dépendant de la première carte que vous jouez. Pas comme là par exemple. Pas comme là, voilà, 59. Lui c'est mis là. Bon, c'est beaucoup mieux. C'est n'importe quoi. Donc voilà, là par exemple j'ai commencé avec cette liste là, et du coup donc j'ai déjà cette ligne là, et maintenant du coup je dois obligatoirement prendre une carte, ça je suis obligé de le faire. Et ensuite j'ai une action optionnelle de jouer une carte de nouveau et de fermer la ligne. Donc là par exemple je vais prendre une carte, mais c'est un mauvais exemple parce que je pourrais pas la jouer. Donc mettons j'ai pas joué ça, hop, on va dire que je prends le 86 et je le mets juste après, mettons le 59, ce qui correspond à la croissance des cartes. Si j'avais éventuellement d'autres cartes en main, je pourrais éventuellement les jouer. Vous êtes limité à 2 cartes en main, donc faites gaffe à pas trop stocker parce que si vous stockez trop, vous serez obligé de prendre et de jouer. Et ça du coup, si vous pouvez pas les jouer parce que vous avez été bloqué par la proposition du marché, ben vous êtes bloqué, vous êtes obligé de faire avec ce qui vient. J'en arrive du coup à l'autre action optionnelle qui est en fait de fermer sa ligne. Pour fermer sa ligne en fait, il vous suffit tout simplement d'annoncer que vous fermez votre ligne, mais ça devient intéressant qu'à partir du moment où vous avez au moins collecté on va dire 4 cartes. Pourquoi? Parce que quand je ferme ma ligne, je vais regarder le nombre de cartes que j'ai, je vais en défausser 3 et le reste du coup va compter pour un point de victoire à la fin de la partie. Donc ça va se collecter en fait. Mais le reste je le défausse. Quand on aura joué des cartes, quand on aura pris des cartes du marché, forcément, je vous ai dit, c'est nombre de joueurs plus 2. Donc il y a forcément du coup à 3 joueurs, comme on révèle 5 cartes, chacun va en prendre une, il va en rester 2. Ces cartes qui sont délaissées, elles vont aller dans des défausses en fonction de leur couleur. Donc là, vous voyez, il y a des petits jetons qui vous le rappellent. Il y a une défausse rouge, une défausse bleue, une défausse jaune et une défausse verte. Lorsque vous jouez une carte dans votre ligne, si jamais vous arrivez à avoir, mettons, 3 cartes de même couleur dans votre ligne, la troisième carte que vous jouez de même couleur, vous fait gagner les cartes qui sont dans la pile de cette couleur-là. Donc si je joue une troisième carte bleue, je gagnerai toutes les cartes qui sont dans la colonne bleue. Donc ça c'est hyper malin parce que plus vous délaissez une couleur, plus elle rapporte. Mais du coup vous aurez du mal à la récupérer puisque du coup toutes les cartes délaissées sont d'ici. Donc la couleur est moins présente. Il y a des petites subtilités quand vous fermez votre ligne. Notamment ce genre de cartes-là vous pouvez récupérer. Ça ce sont des cartes de défi qui peuvent rapporter 3, 4 ou 5 points, mais qui peuvent vous faire perdre 3, 4 ou 5 points. Là c'est un défi à 5. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à partir du moment où j'ai mis cette carte dans ma ligne, bon, déjà, l'avantage, c'est qu'elle ne compte pas comme une valeur, donc la croissance et la décroissance, on s'en fiche. Le truc, c'est que c'est un défi, c'est-à-dire qu'après cette carte-là, si j'arrive à jouer 5 cartes, au moment où je vais fermer ma ligne, je vais gagner du coup le défi de 5 points. Si par contre, je ferme à ce moment-là, par exemple, si là je ferme ma ligne, mais j'ai pas 5 cartes après, j'en ai que 3. Donc malheureusement, ces cartes-là, ça fera pas 5 points, mais moins 5 points. Ça pique. Ça fait mal. Ça, c'est vraiment les cartes de défi, il ne faut pas les prendre si vous ne sentez pas que vous serez apte à les faire. Le problème, c'est que, comme une fois qu'on a vidé le marché, on va de nouveau renouveler 5 cartes. On va changer le premier joueur, donc c'est un autre joueur qui va commencer. Donc si jamais il y a une carte que vous ne pouvez pas jouer, vous n'avez que d'autres choix que de fermer votre ligne pour pouvoir jouer ensuite. C'est méga simple Line It et le timing est tellement parfait parce qu'en fait à chaque fois on n'est jamais réellement bloqué. C'est juste qu'il y a ce côté prise de risque, collection. Parfois on voit en fait que des cartes sont délaissées et on s'en fiche. On est focalisé sur le nombre de cartes qu'on veut faire en se disant là j'ai 12 cartes, ça fait que du coup j'en enlève 3, donc du coup je vais pouvoir marquer tant de cartes. Donc 9 points d'un coup, c'est vachement cool. Le truc c'est qu'on a envie de rajouter des défis à l'intérieur de ça, mais qu'au bout d'un moment il y a des cartes qui sont délaissées, on se dit mais vous avez vu que là il y a au moins 10 cartes jaunes, c'est-à-dire qu'un joueur qui va jouer la troisième carte jaune, il va remporter directement 10 cartes jaunes. Et donc vient le moment où là du coup l'interaction est hyper forte parce que vous vous dites là faut que je prenne la jaune, j'ai pas le choix, déjà parce que je peux la jouer pour une fois, et en plus de ça si je la laisse à l'autre, c'est lui qui va maxer les points. Donc des fois vous êtes contraint par plein de choses, votre ligne, les défis, l'envie de marquer des points, l'envie de subtiliser des cartes aux adversaires,
C'est méga simple et c'est vraiment top. Moi, je suis très content que Line It est enfin arrivé à la boutique parce que j'y avais déjà joué pas mal de parties sur BGA. Je trouve ça très bien fait sur BGA et franchement, pour l'été, c'est top. Il arrive au bon moment. Je suis très content de voir Line It ici. Et on continue dans les jeux d'ambiance avec Gang of Dice. Juste là. Gang of Dice, c'est un jeu de dés, c'est un jeu de Rainer Knizia. C'est un jeu à partir de 8 ans pour 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes. Je pense que ça peut être beaucoup plus rapide. Gang of Dice, c'est pas très compliqué, c'est un jeu à l'inverse du Wasabi techniquement, parce qu'en fait, Wasabi, vous devez vous débarrasser de vos dés. Là, en fait, le but, c'est d'en gagner le plus possible. Le joueur qui a le plus de dés à la fin des 10 manches, 12 manches de mémoire, bah, du coup, gagne la partie. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous allez avoir à chaque manche, vous allez révéler une carte, et cette carte-là, en fait, c'est une carte explosion. Et c'est une carte qui va avoir des contraintes que vous ne devez absolument pas remplir. Ce sont des conditions, en fait, de défaite. Donc, moins vous les remplissez, plus vous gagnez. Lorsque vous avez révélé une carte, vous avez un paravent avec des dés derrière vous, vous en sélectionnez autant que vous voulez, vous avez le droit de faire un lancer plus 2 relances. Quand vous lancez vos dés, à la fin d'avoir fait votre lancer et vos 2 relances, mettons, si jamais vous avez au moins un 3, au moins un 4 ou au moins un 5, vous explosez et du coup vos dés sont mis sur le côté. Le tour en fait va continuer. Dès qu'un joueur ne remplira pas au mieux la condition qui est indiquée ici, c'est lui qui va remporter tout le pactole. C'est-à-dire tous ceux qui se sont plantés, leurs dés qui ont été mis de côté, c'est le joueur qui ne remplit pas au mieux les conditions du défi, qui du coup remporte tous les dés. Et ensuite on repart. Il y a des cartes un peu spéciales. Ça notamment c'est une carte classique qui vous permet d'avoir des relances, qu'importe les conditions. Il y a d'autres cartes qui vont par exemple vous indiquer 11 plus dessus. Et c'est un fond jaune explosion. Le truc c'est que là, si vous lancez une première fois, et maintenant vous relancez, si jamais vous atteignez la somme totale de vos dés 11 ou plus, vous explosez immédiatement, vous n'avez pas le droit de relance. Donc c'est plus voué à l'échec pour le coup. Ce qui est cool, c'est que par exemple, si je suis premier joueur sur ce genre de défi, je vais pas prendre trop de risques, je vais prendre 2 dés, je vais les lancer. Mettons là j'ai fait 5 et 2. Bah je suis pas fou, je prends ma relance, je relance mon 5 et je fais un nouveau 2. Bah double 2, c'est bon, j'ai rempli ma condition. Le seul truc c'est que mes 2 dés valant 2, la somme fait 4. Si le joueur après moi il lance 3 dés et il fait mettons, je sais pas moi, 2, 2 et puis un 6 admettons, bah du coup il a une valeur plus haute que moi, en remplissant toujours la condition. Donc du coup moi je saute aussi, parce que lui il a réussi à remplir au mieux la condition, parce qu'il a une valeur plus haute sans avoir explosé. Et c'est pour ça qu'après on continue à chaque fois. Dès qu'un joueur obtient, on va dire, la plus grosse valeur, la plus grosse somme de dés, tout en ne remplissant pas les contraintes ici, et bah du coup il gagne la manche. Et on fait ça jusqu'à ce que toutes les cartes de manche aient été jouées, et à la fin celui qui a le plus de dés l'emporte. C'est ultra simple, mais c'est hyper addictif, parce qu'à chaque fois vous dites, waouh, là moi je suis dernier, lui il a rempli la condition, lui il a sauté, lui pour le battre il a lancé que 2 dés, c'est-à-dire qu'avec 3 dés je peux normalement réussir le truc, sauf que là si je fais un 3, un 4 ou un 5, je suis foutu. Donc à vous de jauger, il y a ce côté probabilité, de savoir est-ce que je vais lancer plus de dés, mais en espérant remplir les contraintes, ou si au contraire je vais lancer plutôt petit pour éviter les contraintes d'exploser et de gagner avec cette, on va dire, cette assurance, cette non prise de risque, j'ai plus le terme, de non prise de risque, j'ai plus le mot. C'est pas grave, vous l'avez en commentaire. Je te suis de aucune aide, c'est le moment où je me concentre. C'est pas grave. Sur pas trembler avec la caméra. Si vous avez compris, Gang of Dice, c'est essentiellement un jeu de prise de risque. Ouais, là, prudence, voilà. Soit vous êtes prudent, soit vous tentez. Tout simplement. Ok, je croyais que tu cherchais un terme mathématique. Non. Très bien. On continue avec, pour le coup, jeu solo. Résistance, la lutte contre Franco. C'est un jeu de Nuts Publishing et vous avez un jeu fait par David Thompson, Roger Tankersley et Trevor Benjamin. C'est magnifiquement illustré. Moi j'adore les illustrations. Ah ouais, c'est vraiment joli. Ça m'a fait penser à un autre jeu, Les Poilus, je crois, en termes d'illustration. Il y en a dans la thématique, dans les illustrations, ça peut faire penser à Maki. Mais je trouve que les illustrations font vachement penser à Poilu. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage, un côté un peu BD qui est très cool. Dans Résistance, donc c'est un jeu solo. Vous allez essayer de résister, littéralement. Vous jouez des résistants contre. Donc là, c'est les loyalistes républicains. Ça, c'est le régime de Franco, en fait. Exactement, régime de Franco, du coup. Donc vous allez lutter contre eux et prôner la démocratie et la liberté, tout simplement. Et pour ce faire, vous aurez du coup des résistants, vous allez pouvoir jouer. Donc il y a vraiment ce côté où à chaque tour, vous allez piocher un certain nombre de cartes, de mémoire c'est 5, et vous allez pouvoir les jouer, ces cartes-là, pour réaliser des missions. Alors on verra un peu plus tard, tu pourras zoomer dessus, mais les missions, en gros, quand vous allez vous lancer dedans, déjà vos cartes, vous êtes obligé de les jouer. Mais quand vous allez jouer vos cartes, vous allez pouvoir les jouer de 2 types, en fait. Soit vous les jouez en cachet, donc vous êtes résistant, mais toujours
dissimulée, entre guillemets, ce qui souvent vous octroie un pouvoir très cool immédiat, mais parfois une force pas assez, on va dire, intéressante pour remplir la mission. Soit du coup vous la jouez en révélé. Le problème c'est que une carte jouée révélée vous donne une force, mais par contre sera retirée du jeu après. Vous ne la retrouverez plus. Okay. À l'inverse d'une carte cachée qui va retourner dans votre défausse. Donc, il faut faire attention à pas trop épurer votre paquet et à balancer tout d'un coup. Les missions qui sont ici, en fait, quand je lance une mission, vous allez avoir une défense qui est indiquée ici. Donc ça, c'est le palier à atteindre en fait pour réussir la mission. Mais à cela, vous allez ajouter 3 cartes de méchants républicains entre guillemets. Et vous allez avoir en fait des cartes à ajouter. Donc là, il y a une puissance de 3. Je rajoute 3 cartes et chaque républicain va avoir aussi une force. Donc il faut essayer de lutter contre eux. Il faut que le total de votre force soit égal ou supérieur à la valeur totale de la mission et des républicains. Si vous y arrivez, du coup la mission est remplie, ça vous fait des points. Plus vous remplissez de missions, plus vous gagnez de points. Donc il y a un côté un peu stop ou encore, il y a un côté où vous allez devoir essayer de relever le défi à chaque fois, ce qui fait que durant la partie, vous avez la possibilité de vous dire là j'ai fait 7 points, ça me paraît franchement pas dégueu, je pense que je vais m'arrêter parce que j'ai pas assez de cartes. Le truc c'est que si jamais lors d'une mission vous n'arrivez pas à atteindre la force suffisante, les soldats en fait vont eux s'activer et vont faire des effets négatifs. Souvent il va y avoir aussi une condition de défaite, c'est que quand vous allez piocher les cartes, dans vos cartes il peut y avoir, malheureusement, se sont glissés en fait des espions. Et les espions, si vous en piochez 5, du coup, vous perdez instantanément la partie. Donc, il faut essayer de trier un petit peu votre paquet, d'utiliser judicieusement les effets révélés de vos cartes, mais sachez qu'après, elles disparaissent. Il faut essayer d'atteindre une certaine force sans pour autant faire disparaître trop vos cartes, parce que si vous piochez trop d'espions, il y a ce côté un peu qu'il y avait dans ce jeu chez Gigamic, là, avec les légumes et les fruits, là. J'ai totalement oublié. C'est un jeu de deck building. Oh, avec les artichauts? Ouais, voilà, le truc. La fin des artichauts. La fin des artichauts, ouais. Il y a ce côté un peu où on a envie d'épurer, mais il y a ce côté où si jamais on arrive à avoir la totalité d'un certain nombre de cartes, on gagne la partie. Là, c'est l'inverse, et si on a trop d'espions, du coup, on perd la partie. Donc voilà, je pense que... Alors, moi, j'aurais énormément bien aimé ouvrir une boîte, du coup, pour pouvoir justement y jouer. J'essaierai éventuellement, si Antoine est chaud, pour l'acheter. Je sens que c'est une tâche qui va m'incomber. Non, pas spécialement. Ça se pourrait, ça se pourrait. Ça se pourrait. En tout cas, si l'un de nous l'achète, c'est clair qu'on va se le faire tourner parce que c'est typiquement ce genre de jeu solo où c'est très simple, très immédiat, l'iconographie est très bien faite, les pouvoirs sont très intéressants, il y a un côté un peu deck building et puis un deck building. Des objectifs simples et clairs, une illustration qui rajoute un peu de thématique dans un jeu solo, ce qui est toujours très important. Ah ouais. Donc moi, je suis très très fan de Resistance, Si j'ai vraiment envie d'y jouer. Si ça peut combler un peu nos lacunes en histoire aussi. Ça pourrait être pas mal, effectivement. On est quand même assez catastrophique là-dessus. Je crois que j'ai fini là-dessus et puis on va enchaîner. Et oui, on enchaîne avec les puzzles. On a reçu... Ah bah oui, merci. On a tout prévu là. C'est toujours prévu derrière le comptoir. On a reçu des nouveaux puzzles. Donc là, j'en ai fait... j'ai pris quelques puzzles qu'on a reçus. Ils sont pas tous là parce qu'on en a reçu vraiment beaucoup. Mais c'est toute une gamme de puzzles qui, alors du coup, fait 1000 pièces. Non, 750 pièces. Il y a tout. Il y a 1000 pièces, 750, il y a 50. Et ils sont 500. 50, ça fait vraiment pas beaucoup. Ouais. C'est si vous avez 2 ans. Mais ce qui est fort, c'est qu'ils sont tous dans la même boîte, même format de boîte. Oui. Voilà. Mais au moins, ils sont honnêtes. Parce que quand on a des 1000 pièces qui sont dans des boîtes comme ça, souvent, vous avez ça d'air dedans. Donc là, au moins... Voilà. C'est la taille. Pour les amateurs de puzzle. Publicité à l'ancienne, un petit peu. Là, je crois que tu peux montrer le dos. Je crois que le dos montre un peu ce qu'on peut avoir. Exact. Ça, c'est les puzzles un peu. Notamment, il y a les pubs les vieilles pubs de Guinness qui sont très jolies. Ouais. La bière. Bon, on a mis les huîtres et la bière pour l'été. Hein, voilà. Et New Yorker, il y a la terrasse. Alors, venez voir la boutique, il y en a vraiment plein. Il y en a beaucoup. Oui. Maintenant, c'est mon tour. Ça, choose, c'est ça, hein, c'est choose Cthulhu. Oui, c'est ça. Tout à fait. Choose Cthulhu. Vous avez 3 nouveaux tomes du coup, le 5, le 6 et le 7. Alors du coup, l'abomination de Dunwich, la maison de la sorcière et l'asile d'Arkham, donc des jeux d'enquête dont vous êtes le héros un peu, voilà, basé sur les romans. Exactement, vraiment l'ambiance un peu glauque, bizarre, mystérieuse qui fait peur, mais parce que vous comprenez pas ce que vous voyez. Donc voilà, enquête, enquête, énigme et aventure en solo. On a ensuite, hop là,
il y a 2 semaines, je crois, tu avais présenté ça, qui est Beyond the Wall, qui était un JDR où en fait vous n'aviez pas vraiment de campagne pré-créée, sauf dans ce coffret-là en fait où vous aviez tout dedans, dont le livre de base et la campagne. Et ben là, on a reçu en séparé du coup le livre de base. Le livre de règles, il est belle la couverture, elle est très très belle. Voilà, on est dans ce genre d'ambiance. Voilà. Donc vous êtes des pecnos, hein, vraiment dans ce jeu, vous êtes des pecnos et vous sortez de votre village. Genre, vous voyez au début du Seigneur des Anneaux, Sam Gamgee et Frodon qui sortent de leur comté, bah voilà, c'est ça, vous êtes ça. Peut-être pas des hobbits, mais vous êtes ces glandus. Sinon, j'ai aussi... Tadam! Attends, on va pousser ça. L'enquête par courrier de En Cavale. Alors, une cliente est passée et nous a vu avec ça. Elle dit, oh, c'est trop bien, j'ai abonné mes enfants à ça. Alors, je ne connaissais pas du tout avant. Mais apparemment, c'est un abonnement qu'on peut avoir par mois et où par mois, on va recevoir des enveloppes. Enfin, l'enfant, parce que c'est à partir de 7 ans, va recevoir une enveloppe et va même se faire appeler au téléphone. Oh, tu as été choisi pour l'Académie des jeunes détectives. Aide-nous à faire cette enquête. Là, vous n'êtes pas abonné. Vous avez une boîte. Donc, je n'ai pas réussi à trouver sur internet exactement si vous alliez vous faire appeler aussi au téléphone, mais vous n'allez pas recevoir la lettre au départ dans la boîte aux lettres. Mais vous l'avez là-dedans et surtout, ce que vous avez des lettres aussi de retour qui sont déjà prévues là-dedans parce qu'en fait vous allez lire, résoudre des énigmes. Il y a vraiment de tout. Hein. Il y a du matos, il y a de la lecture, il y a des énigmes de manipulation et en fait vos découvertes, vous allez les écrire dans un petit livret qui a été prévu et vous envoyez vos découvertes par la poste avec cette adresse, cette lettre déjà affranchie et vous recevrez les réponses. Donc voilà, c'est vraiment une expérience unique et ultra immersive. C'est pour un vrai escape game pour les plus jeunes quoi. Par la poste quoi, vraiment, genre c'est hyper cool. Genre tu postes ta réponse et tout, enfin trop bien. Moi à partir de 7 ans, un joueur, parce que généralement les jeux d'énigmes c'est à 1 et par courrier. Ça pour un anniversaire c'est trop bien. C'est trop cool. Bon voilà, donc vous avez 2 enquêtes, les fonds marins et nature et insectes. La meuf elle a été transformée en taille d'insecte et il faut l'aider. Trop bien. Ça, voilà. Ah oui, précision sur l'offre minigame, parce que Alex a une mémoire comme ça. Pas du tout. L'offre minigame de Yellow commence qu'à partir de samedi, donc quand vous regardez la vidéo, demain le 1er juillet. Là c'était juste pour vous teaser. Donc voilà, je pense que là on a tout. Oui. Et on vous dit à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.